Merci beaucoup, Madame le Président, cher Président du Conseil scientifique. Je suis très heureux de pouvoir aborder avec vous cette question de la prise en charge des addictions au cannabis chez les personnes qui présentent un haut risque de transition vers la maladie psychotique. C'est vrai que c'est une... Pardon, conflit d'intérêt, donc très peu. C'est vrai que c'est une vraie question puisque, nous le savons bien, le cannabis, et maintenant c'est dit très clairement, est un facteur de vulnérabilité des maladies schizophréniques. Par contre, il faut pouvoir dire que le cannabis est aussi un facteur de vulnérabilité chez les personnes au risque de transition vers la maladie psychique. On le pense, mais il faut que ça soit repéré et dit. C'est vrai aussi que cela pose la question de la perception de cette consommation de cannabis et peut-être particulièrement le besoin d'avoir une vraie vision médicale d'un trouble que nous avons souvent tendance à aborder sur un mode un peu moral, voire sociétal. Or, ce type d'approche s'avéreront très contre-productive. Alors d'abord, évidemment, le cannabis, c'est établi, le cannabis est un facteur de vulnérabilité des maladies schizophréniques. On n'a plus besoin de le dire ou de s'étendre. Ça a été un débat qui a été long tout de même, puisque la première publication qui soit sortie sur ce sujet-là était de Andreasen en 1986, qui portait sur une cohorte de 45 000 conscrits suédois. Il avait été repéré dans cette cohorte que les sujets consommateurs de cannabis avaient 2,5 fois plus le risque d'avoir une maladie schizophrénique et qu'il y avait un effet dose dépendant. Ceux qui n'avaient jamais consommé de cannabis, c'était moins de la conscription, donc à l'âge de 18 ans au service national, ceux qui n'avaient jamais pris de cannabis, 0,6%, ceux qui en avaient pris au moins 50 fois dans l'année, c'était du 6%. Donc vraiment cet effet. Cette étude a été extrêmement contestée, si ça c'est toute l'histoire des débats qu'il y a autour du cannabis. Les contestations ont porté justement sur ces deux questions qui ont été un petit peu abordées là récemment. Premièrement, est-ce spécifique du cannabis et pas des autres substances, et particulièrement étaient mises en cause les amphétamines, puisque ceux qui prennent du cannabis peuvent prendre des amphétamines. Et le deuxième débat, mais peut-être s'agit-il de sujets qui avaient des symptômes d'ordre pré-psychotique ou schizophrénique débutant, et que la prise de cannabis était quelque chose qui était d'ordre autothérapeutique. Cela a amené les auteurs de cette étude à retravailler cette publication pour une dizaine d'années, puis après, une quinzaine d'années après, répondre à ces questions, avec premièrement, concernant les amphétamines, une standardisation par rapport aux amphétamines pour montrer que c'était très spécifique du cannabis et que les autres substances psychoactives n'avaient pas cet effet, j'allais dire, délétère sur la maladie par rapport à la maladie schizophrénique. Et puis deuxièmement, sur la question de du côté autothérapeutique, il y a eu une comparaison qui a été faite par les auteurs entre les sujets étaient évalués à 18 ans au service national, donc ils ont comparé la période 18-23, 23-28 ans en termes de décompensation psychotique pour voir s'il y avait des différences entre les groupes. Il n'y avait pas de différence entre les groupes, donc les auteurs ont pu considérer que le cannabis était un facteur de vulnérabilité. Ceci dit, c'est qu'une étude, et une étude statistique ne fait pas une certitude. Elle a été répliquée de nombreuses cohortes. Il y a eu aussi une étude de génétique qui n'a pas été répliquée, dont a parlé notre consoeur, merci. Des études de neuroanatomie qui montrent qu'il y a plus probablement de récepteurs cannabinoïdes chez les sujets porteurs de maladies schizophréniques. Donc ce qui veut dire que pour arriver à affirmer non pas un lien de corrélation, mais un lien de causalité, il faut beaucoup de travail, des études qui viennent de champs extrêmement différents dans la spécialité, et maintenant, il est tout de même acquis que le cannabis est un facteur de vulnérabilité, et avec même certaines études d'extrapolation statistique qui ont permis de dire que une étude qui a été faite chez nos collègues néo-zélandais, montrant qu'il y avait peut-être 10% de sujets qui ne seraient pas devenus schizophrènes s'ils avaient consommé du cannabis. C'est une extrapolation statistique qui demande à être vue avec nuance, mais vous voyez un peu tous ces débats.
Les choses se sont un peu plus compliquées parce que maintenant, on a tout de même aussi tendance à considérer que peut-être que le cannabis aussi est un facteur d'aggravation de la maladie schizophrénique. En apparence, on le constate. On voit que les sujets qui prennent des substances ont plus souvent des problèmes de compliance au traitement, de rupture thérapeutique, recours aux urgences, la désocialisation et autres. Et donc, maintenant, plutôt que d'avoir le débat cause ou conséquence, on a aussi l'idée qu'il y a quelque chose de bidirectionnel, c'est-à-dire que la schizophrénie expose à la consommation de cannabis, et évidemment, le cannabis est un facteur d'induction des maladies schizophréniques. Et c'est vrai que pourquoi le cannabis? C'est vrai que le cannabis a tout de même cette espèce de caractéristique d'être une expérience psychotique toxique, j'allais dire. L'ivresse, quand on regarde les symptômes que l'on retrouve lors d'une ivresse cannabis, quand on parle de l'ivresse cannabique, il y a des idées persécutives, quelques hallucinations, quelques illusions, quelques distorsions perceptives, une modification des perceptions sensorielles et autres, tout ça dans le sentiment d'élation. Il y a des vécus de déréalisation, de dépersonnalisation, il y a une espèce de désorganisation de la pensée. Tout cela apparaît dans l'heure qui suit la prise de la drogue. Cela dure pendant quelques heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et persiste tout de même au bout de jusqu'à 24 heures des anomalies cognitives. Tout ça, c'est des données qui sont extrêmement anciennes. Ça a été établi, j'allais dire, le premier qui ait parlé de cela était notre collègue Moreau de Tours, qui a fait sa thèse sur le cannabis en 1854, et notre service s'appelle le service Moreau de Tours. Ça a été aussi modélisé par certains confrères, dont j'ai ressorti cette étude de Nsouza qui est de 2004, où il y a proposé à des sujets sains du cannabis avec deux doses, donc c'était 5 et 10 mg, attendez, je n'ai pas mes lunettes, et avec une évaluation des réponses. Là, j'ai ressorti simplement la PANSS, qui permet d'apprécier les symptômes à la fois positifs ou négatifs des maladies schizophréniques. Et plus on prend, plus on a une dose forte de THC, plus forte est la réponse. Il y avait aussi dans cet ensemble de publications, un ensemble d'études, d'échelles et de graphiques qui étaient du même ordre concernant la désorganisation. Le cannabis aussi a des complications, et c'est là ce qui va peut-être être plus compliqué pour nous aussi à gérer dans notre population de sujets exposés. Donc le sujet exposé à une ivresse bien particulière, c'est qu'il y a des complications psychiatriques. Parmi les complications psychiatriques, il y a des troubles psychotiques induits, qui sont des bouffées délirantes. Et là, il y a souvent un débat, en termes de clinique, sur ce sujet. Est-ce c'est une première expérience délirante, mode d'entrée dans la maladie schizophrénique, ou est-ce simplement un trouble psychotique induit par le cannabis? Alors, quand on regarde l'historique, les premiers case reports, on s'aperçoit que la vraie bouffée délirante ou induite par le cannabis, elle survient naturellement au cours ou au décours immédiat de l'intoxication. Souvent, elle est d'assez courte durée. J'étais très étonné en regardant la littérature, c'est 8 jours, 15 jours, donc c'est vrai. Et puis évidemment une restitution ad integrum et avec des risques de rechute lors de la reprise de produits. Il y a aussi d'autres troubles psychotiques qui peuvent apparaître, qui sont beaucoup plus ce qui est appelé l'effet parano. Espèce de sentiment d'hostilité, l'impression que la police les surveille, on sait qu'ils ont pris du cannabis, ils vont être en prison. Il y a même eu quelques aspects de rémanence spontanée. Les flashbacks étaient connus avec les hallucinogènes majeurs. Une publication qui date de 2001, qui est assez ancienne maintenant, avec un sujet qui était avec un ami dans un restaurant et qui lui saute dessus dans un contexte de délire persécutif et avec une augmentation de relargage de tétrahydrocannabinol. Le syndrome amotivationnel, qui est une espèce de déficit, c'est-à-dire d'ordre qui ressemble de manière très importante aux aspects de déficit, aux axes négatifs des maladies schizophréniques, donc décrit par Denis Kerr. Et j'aimerais insister un petit peu sur ce syndrome de dépersonnalisation, qui est un trouble qui n'est pas toujours très bien connu, dans lequel le sujet se présente totalement dépersonnalisé, déréalisé. On se dit, oulala, cette désorganisation, il y a de la psychose, il n'est pas bien. Ce type de trouble peut tout à fait ne pas être dans le cadre des maladies schizophréniques, et en fait, ce sont très souvent, même
souvent des troubles anxieux, un trouble anxieux généralisé, en termes un trouble qui est sur le long cours, quelques mois à un an, qui peut survenir chez des sujets qui n'ont aucune potentialité psychotique et schizophrénique, aucun signe d'appel qui soit inquiétant, et qui en fait, sur le plan diagnostique, nous amène à dire mais tiens, c'est bizarre, il est psychotique, mais il n'est pas délirant, ça se donne de manière bizarre, il n'y a pas de signe qui est alerté, et on les traite par traitement antidépresseur, en général des IRS. Donc vous voyez cet aspect clinique un petit peu original. Le cannabis, c'est une publication que nous avions faite avec Alain Darvaux et Marie-Odile Krebs sur, qui nous rentrons dans notre sujet, qui est tout de même un facteur non seulement déclenchant, mais qui favorise l'accélération et les décompensations psychotiques. Là, dans le service, il y a une étude qui montrait que les premières hospitalisations étaient en moyenne 2 ans, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi à chaque fois, la première consultation, premier recours aux soins des sujets qui ont consommé du cannabis, qui présentent des troubles psychotiques, par rapport aux sujets qui ont des troubles psychotiques et qui n'ont pas consommé de cannabis. Alors, concernant maintenant notre sujet, sur les sujets à haut risque, c'est vrai que s'est posé, donc c'est une méta-analyse qui est assez récente, puisqu'elle date de 2017, et qui montre qu'il a l'importance de la consommation de cannabis chez les sujets à haut risque. Donc la prévalence, donc une méta-analyse qui porte sur 4205 sujets, avec une prévalence d'usage qui était importante, donc toujours une surreprésentation de cette population, des troubles de l'usage et des tableaux de dépendance de l'ordre de 12%, et avec une symptomatologie positive qui était plus sévère, en particulier concernant le contenu des pensées inhabituelles. Et puis surtout, ce qui apparaissait dans cette deuxième étude, c'est que le cannabis en lui-même, l'utilisation, l'expérimentation du cannabis, parce que chaque fois qu'on parle du cannabis, il faut bien distinguer ce qu'était l'ordre de l'expérimentation et des troubles induits. L'usage du cannabis dans cette étude, dans cette méta-analyse, ne montrait pas il n'y a pas d'éléments particuliers, sinon que tout de même apparaissait dans le cas d'abus et de dépendance un risque bien spécifique, vous voyez, 1,75, près de 2, avec donc l'idée toujours dose dépendant, et puis repérer ces sujets qui ont ces tableaux d'abus et de dépendance pour montrer l'importance de cette approche addictologique. Et donc voilà ce tableau qui pourrait résumer notre approche. Donc peut-être que on va commencer par raisonner, faire de la psychiatrie, la médecine, de l'addictologie de base, et considérer que la dépendance au cannabis, c'est une pathologie, c'est un trouble. C'est entré dans les classifications des maladies mentales en tant que telles des années 87, où là il y a eu une catégorie diagnostique en axe 1 qui était les troubles liés aux substances, au même titre que les maladies anxieuses, les troubles de l'humeur et les troubles d'ordre schizophrénique. Cette approche DSM a été assez intéressante et elle va bien s'articuler avec nous parce qu'elle nécessite une vision en comorbidité, c'est-à-dire que là nous avons des sujets qui sont exposés à une pathologie à haut risque psychotique, il y a une consommation de cannabis, et donc nous allons nous poser la question, est-ce qu'il faut que je soigne le cannabis, est-ce qu'il faut que je m'intéresse plutôt à ce qu'est l'ordre de la psychose ou la prépsychose? En addictologie, nous n'avons aucunement ce raisonnement, nous n'avons pas cette vision qui est assez ancienne, qui est un peu séquentielle, je soigne un des troubles puis pour prévenir l'autre. On a une vision qui est parallèle, on soigne les deux troubles l'un associé à l'autre, on ne s'intéresse pas tant que ça aux aspects éthiopathogéniques. Est-ce que le sujet a un trouble psychotique établi par le cannabis ou pas? Ce n'est pas la question de fond. La vraie question, c'est qu'est-ce que je fais dans un cas et dans l'autre. Et c'est vrai que cette approche nécessite aussi une prise en charge qui soit donc non seulement parallèle, mais intégrée. Alors dans les meilleurs endroits, ça se fait évidemment au même endroit, la même équipe qui peut prendre en charge à la fois la prise en charge, le suivi psychiatrique ou médico-psychologique concernant les troubles psychiatriques et avec des psychiatres ou psychologues qui vont s'intéresser à l'aspect addictologique. C'est assez rare en France, il y a peu d'équipes qui le font, mais en tout cas c'est quelque chose qui est en réseau, on doit travailler les uns avec les autres, ça se fait naturellement. Alors, la dépendance à une substance est une vraie pathologie mentale. Ça, c'est difficile de le comprendre. Il y a une sémiologie, une critériologie, des facteurs de vulnérabilité et autres. Ce qui la caractérise, c'est une pathologie de la motivation.
C'est-à-dire que c'est des sujets qui sont attirés par leur comportement et qui sont extrêmement ambivalents face à l'abstinence. Quand on revoit en actologie, le joueur adore jouer, l'alcoolique aime boire, est attiré par l'alcool, les fumeurs ou les fumeuses sourient et rient quand on leur dit « est-ce que vous aimez fumer ?» et le consommateur de cannabis, il aime son cannabis. Et ça, c'est quelque chose qui est très original dans l'ensemble des pathologies que d'avoir des sujets qui savent au fond d'eux qu'il y a quelque chose d'anormal dans leur comportement, mais qui en même temps ne sont pas demandeurs de soins. L'entourage le perçoit, en souffre, mais eux ne sont pas demandeurs de soins. Et en fait, les demandes de soins, elles vont arriver plutôt tardivement, dans un second temps, quand il y aura des décompensations, des complications. Et donc, il va falloir essayer de mettre en place des réponses thérapeutiques, auparavant une aide, des soutiens par rapport à cela. Et puis, c'est une pathologie. Donc les deux éléments sémiologiques, j'allais dire, cardinaux, je trouve, dans cette pathologie, c'est ce qui est de l'ordre du craving. Le craving, c'est ces envies de consommer, associées à une espèce d'idéation addictive. Nous allons revenir sur l'idéation addictive, mais déjà le craving, c'est l'objectif thérapeutique, c'est le fait que le sujet a des envies de consommer. Et ce sujet qui a des envies de consommer, quand vous lui dites « non, il ne faut pas que tu consommes », vous lui faites la morale. Ce n'est pas, nous, notre objectif. Notre objectif thérapeutique, c'est qu'il n'ait plus d'envie de consommer. C'est un objectif exigeant. Et les prises en charge vont s'organiser autour de cela. Le craving est très particulier. Un sujet qui est hospitalisé pour d'alcool, par exemple, il est à l'hôpital, il n'a pas d'envie de consommer. 2 heures après, c'est le même, il passe devant une supérette, il voit de l'alcool, il va consommer, et revient dans le service, culpabilisé, avec moins d'envie de consommer, et il n'aura pas pu résister. Il arrivera à tenir 1 fois, 2 fois ou 3 fois, et il tombera. Et donc, si vous n'avez pas vous-même cette vision, et si nous ne transmettons pas cette vision à notre patient, nous ne l'aidons pas dans sa prise en charge. Et puis, associé à ce craving, impulsé par ce craving, il y a toute une espèce de, j'allais dire, d'idéation addictive, comme il y a une idéation dépressive. Le sujet, il a changé et il tient un discours par rapport aux substances qui est un discours de consommateur. Je rappelle une interne du service qui, au bout de 2 mois, dit « Mais j'ai compris, en fait, ça ne sert à rien de discuter des produits avec les patients, c'est comme dans un délire. » Elle avait compris. Et vous, chaque fois que vous allez argumenter avec vos patients, avec vos enfants, vos proches ou les patients, vous êtes à côté. Vous aurez par définition des discours de banalisation. Tout le monde consomme. Voilà. Non, vous savez que tout le monde ne consomme pas. Par contre, qu'en effet, partout où il va, il verra des consommateurs et qu'il est attiré par les consommateurs. Vous allez démonter ces débats. Le prosélytisme, naturellement, on préfère consommer à plusieurs. La sous-verbalisation, ils ne sont pas francs. Ils peuvent être très francs, très honnêtes par ailleurs, sur les substances, jamais. Voilà. Et si vous cherchez à faire avouer, vous tombez à côté. Vous vous heurtez à quelque chose qui est une brutalité, une radicalité, et quelque part, vous vous épuisez parce que vous n'avez pas compris que ça fait partie de la symptomatologie de la dépendance. De même, la sous-estimation des niveaux de consommation, ils ne savent pas ce qu'ils consomment. Ils vous diront, je prends 10 cigarettes par jour, 3 cigarettes, 3 joints. Si on leur fait faire des tableaux de consommation, ce qu'on aime faire en thérapeutique, ils disent, ah oui, non, je prends beaucoup plus. C'est toujours comme ça. Cette sous-estimation, nous-mêmes, nous sommes complètement à côté. Nous devons nous dire, a priori, un adolescent qui consomme, on ne le voit pas. La première fois qu'il consomme, il n'est pas très fier, il se couche, le lendemain, il est gentil, un peu trop gentil, calme, et c'est bon. Quand l'entourage commence à s'en rendre compte, c'est problématique. Quand une infirmière se rend compte que dans un service, il y a un sujet fume une cigarette ou un joint en cachette dans les toilettes, ce n'était pas la première fois. C'est ça, cette clinique bien particulière. Et puis, la sous-estimation des complications. Ils vont tous vous dire, je bois pour me tranquilliser, je bois pour dormir, je prends du cannabis pour dormir le soir, j'ai des angoisses, le cannabis m'apaise, ou la cocaïne, je suis plus en forme. Tout cela, nous savons que c'est des constructions, des croyances qui sont secondaires. On va mélanger tout ce que l'anxiété et les aspects sédatifs. Le cannabis, comme toutes les substances psychoactives, a plutôt des effets. Enfin, certaines études montrent que chez des étudiants cannabinophiles, 60% des étudiants qui prennent du cannabis sont plus anxieux après qu'avant avoir consommé. Par contre,
Quand ils en prennent beaucoup, ils sont sédatés. C'est toujours l'histoire des benzodiazépines qui sont anxiolytiques ou sédatives. Donc il y a tous ces débats. Donc il faut, quand nous avons toutes ces données, quand nous connaissons le produit, nous sommes capables d'argumenter. Le niveau des quantités consommées, je vous l'ai dit, ne nous intéresse pas. Beaucoup d'idées aussi sur les renforcements positifs ou négatifs. On consomme, ça nous fait plaisir, on n'est pas bien, on consomme, on est un peu mieux. Donc évidemment, cela amène à ces discours, je consomme parce que j'ai des problèmes ou j'ai des soucis. Bon, dès que j'entends tout discours qui va dans le sens de la consommation, je dis halte. Non, vous consommez parce que vous aimez consommer. Par contre, vous avez des problèmes ou des soucis, ça majore votre niveau de consommation. À l'inverse, quand vous êtes avec des amis, vous êtes content de consommer et vous consommez beaucoup. Vous voyez, ce raisonnement en comorbidité, le sujet ne consomme pas parce qu'il a des problèmes, il consomme parce qu'il est attiré par le produit, et il a des problèmes par ailleurs qui majorent son niveau de consommation ou des bons moments. Et puis, tout de même, l'idée que c'est toxique, ça s'intègre dans le développement de la personnalité du sujet, et donc, de ce fait, c'est une espèce d'étayage dans leur personnalité, ça leur donne une identité qui leur permet de se construire pour eux-mêmes, par rapport aux autres, et donc, vous voyez la problématique à laquelle nous allons être confrontés dans cette prise en charge. Là, je vous ai sorti le questionnaire CAST, qui est un questionnaire très classique qui est utilisé en addictologie par rapport au cannabis. Donc, 3 réponses positives devraient amener à demander de l'aide, mais au moins l'une suffit. Avez-vous déjà fumé du cannabis avant midi? Avez-vous déjà fumé du cannabis quand vous étiez seul? Avez-vous déjà eu des problèmes de cannabis quand vous fumez, des problèmes de mémoire quand vous fumez du cannabis? Des amis ou des membres de votre famille vous ont dit qu'il fallait réduire votre consommation? Avez-vous tenté de réduire votre consommation sans y arriver? Avez-vous eu déjà pendant des problèmes à cause de votre consommation? Donc tout ça, c'est un peu cette idée que le sujet qui n'a pas de problème avec une substance, dès qu'il en a des complications, il en réduit l'usage et les choses se passent mieux. Là, c'est la poursuite de la consommation malgré les complications. Et puis c'est une maladie, alors je suis désolé pour tous les neurobiologistes qui sont autour de moi pour cette diapo épouvantable, j'ai honte, mais c'est pas grave, on va aller à l'essentiel, alors j'essaie de trouver voilà. Alors, c'est une maladie avec une neurobiologie. Nous parlons d'addiction, il y a une neurobiologie, il y a des anomalies. Donc les anomalies sont au niveau... Bah zut, ça marchait, ça ne marche pas. Attendez, voilà, c'est celui-là. Alors, oui, voilà. Ici, à ce niveau-là, voilà, ici, vous avez au niveau du diencéphale, vous avez un petit noyau qui s'appelle le noyau accumbens. Le noyau accumbens, c'est un petit noyau dopaminergique. La dopaminergie, c'est tout le système de récompense. C'est ce noyau qui, quand il est stimulé avec des électrodes, est ce qu'on appelle le centre, ce qui pu être appelé le centre du plaisir, mais qui est le système de récompense, toutes les substances psychoactives stimulent de manière extrêmement brutale, extrêmement forte, ce noyau accumbens. Et les substances donc, psychoactives vont stimuler cette transmission et vont aussi avoir une autre action qui est le fait de bloquer un frein préfrontal. Vous avez ici un neurone aussi qui part, qui est dopaminergique, qui arrive dans la région préfrontale, et avec un retour ici, et ce retour est un noyau régulateur inhibiteur qui bloque ou modère cette transmission dopaminergique. Comme si nous avions ici quelque chose qui était très de l'ordre du plaisir et de l'instinct, c'est le plus le cerveau reptilien, et là, les instances qui sont plutôt rationnelles pour essayer de nous modérer. Ce que j'allais dire de manière très lapidaire, c'est que globalement, beaucoup des thérapeutiques médicamenteuses en addictologie sont plutôt au niveau du noyau accumbens. Les approches psychologiques, psychothérapeutiques, motivationnelles, vont plutôt essayer de remettre en œuvre ce frein frontal. Donc en tout cas, vous voyez, une symptomatologie, une neurobiologie, une maladie. Là, je vous ai sorti donc quelques éléments sur l'automédication. L'automédication, c'était donc, nous l'avons vu tout à fait au début, une des hypothèses qui était sous-jacente à cette consommation plus forte de cannabis chez les schizophrènes. Et puis on a vu que, non, en fait, le cannabis a un rôle vraiment inducteur de la maladie schizophrénique. Mais quand nous avons un raisonnement en bidirectionnel, on ne peut pas faire l'impasse non plus sur
cette vision tout de même aussi autothérapeutique. Le cannabis, pour les patients disent que ça améliore la dysphorie et l'anxiété, avec toutes les ambiguïtés qu'il y a par rapport à cela, des recherches d'effets euphorisants. Certains vont même vous dire que ça atténue les effets secondaires. Non, oh là là, 25 minutes. Il me reste 5 minutes, oula. Et puis, une identité de sujet toxicomane, et ben c'est plus simple de se dire consommateur de cannabis plutôt que d'arriver à se reconnaître comme étant vraiment un sujet susceptible de maladie psychotique. Et donc, sur le plan thérapeutique, eh ben, qu'est-ce qu'il faut? C'est essentiellement un système qui soit souple. Les sujets ne veulent pas consulter, donc il faut s'adapter à cette demande. La prise en charge va favoriser l'adhésion aux soins. La prise en charge sera ambulatoire. L'hospitalisation n'a aucun sens. Il n'y a pas de syndrome de sevrage marqué au cannabis. La dépendance n'est pas si forte que ça. Elle se soigne assez spontanément. Donc prise en charge au long cours. Et évidemment, sans se substituer au système de soins. Sur le plan médicamenteux, pas grand-chose. Alors, on cite, donc il y a tous les médicaments qui peuvent être utilisés, un certain nombre de médicaments psychiatriques qui ont été proposés, aucun ne marche. Il y a tout de même peu émergé, essentiellement, il y en a beaucoup parlé de la N-acétylcysténine qui est mucomiste. Maintenant, c'est pas très efficace sur le cannabis, c'est plutôt pour la cocaïne. On voit des études sur le Norontin, qui peut être proposé, la gabapentine, dans certains cas. Quand ça marche, on est content. Quand ça ne marche pas, mais on essaie d'éviter ces médicaments. Et puis, on va être très sensible pour soigner tous ces troubles, ces complications dont on a parlé, en utilisant des antipsychotiques de seconde génération pour les troubles psychotiques induits, les attaques de panique des benzodiazépines, et ce syndrome de dépersonnalisation, de diagnostic bien particulier, avec des tranquillisants. Les approches elles vont être essentiellement motivationnelles. La motivation, c'est essentiellement une approche cognitive. Elle va porter sur l'idée qu'il faut que le patient passe d'une motivation extrinsèque, il faut que j'arrête, les autres me disent qu'il faut que j'arrête, à une motivation intrinsèque. C'est lui qui se dit « je ne peux pas faire autrement que d'arrêter. Si je n'arrête pas, je plonge. » Et parce qu'il aura cette idée d'une impossibilité dans la consommation, à ce moment-là, le craving tombe. Et tant qu'il est à se faire sa propre morale en se disant « il faut que je ne consomme pas », il bute contre cela. Et donc, par rapport à cela, vous avez quelque chose de très modélisé, qui est le modèle théorique de Porjascadi et Clemente, avec des stades de motivation. C'est ce qu'on appelle le cycle de la motivation, dans lequel les sujets vont passer d'un stade à l'autre, et donc ça ne sert à rien d'aller trop vite. Nous prenons notre temps. Nous prenons notre temps. Et surtout, cette approche motivationnelle, elle va être centrée sur des principes de base. L'empathie. Mon vieux, c'est bien, vous êtes venu en consultation, vous revenez, on est content de vous voir, c'est difficile, on le sait, mais continuez, et jamais d'attitude de reproche. On sait, vous n'êtes pas venu la dernière fois, c'est souvent comme ça, c'est difficile de venir, mais au contraire, vous êtes venu aujourd'hui, c'est parfait, revenez quand vous voulez, dans 8 jours, dans 15 jours. Si vous... Tout est simple. Pas de reproche. L'idée n'est pas de se mettre en position de rigidité, d'enfoncer ce patient, mais qu'il prenne conscience peu à peu, à travers des questions qui seront posées. Vous tenez ce discours, mais pourquoi tenez-vous ce discours? Qu'il prenne conscience de toutes ces croyances dysfonctionnelles qu'ils ont, et il faudra éviter naturellement tout ce qui est de l'ordre de l'autorité, puisque globalement, derrière tous les patients consommateurs de substances, il y a une petite attitude d'oppositionnisme face aux instances d'autorité, et si vous vous mettez en position d'autorité, ils évitent, ils fuient, et en tout cas du côté médical, les patients, nous ne les revoyons plus. Or, nous, notre objectif, il est tout de même de les voir et de les revoir. Donc là, par rapport à ça, on leur demande de faire des exercices, tableau de consommation, balance motivationnelle, pourquoi est-ce que je prends du cannabis, pourquoi est-ce que je n'en prends pas. De même, il va y avoir des approches qui seront plus cognitivo-comportementales sur les comportements, la gestion des émotions, travailler sur les facteurs de poursuite des consommations, pourquoi est-ce que je consomme les idées que j'ai, tous mes amis consomment, tout le monde consomme, ou à l'inverse, de prévention des rechutes, l'argent, repérer qu'on a de l'argent, repérer des endroits, ne pas y aller, repérer ses pensées dysfonctionnelles, essayer de les chasser, et avec beaucoup de travail sur tout ce qui est dans l'anxiété sociale, l'estime de soi, la confiance en soi. C'est des sujets qui sont très, très souvent en doute par rapport à cela.
Et puis de manière complémentaire, il y a tout de même les soutiens aux familles, nous sommes à l'UNAFAM, et donc il y a de manière historique les approches familiales systémiques dans lesquelles on disait, je caricature, mais c'est un peu ça, que les familles étaient pathologiques et que l'enfant, le sujet qui avait un trouble, était l'expression de la famille pathologique. Alors c'est vrai que dans le cadre des substances psychoactives, on peut se poser la question de certaines familles dysfonctionnelles, mais c'est vrai que les prises en charge et l'aspect théorique parfois est un peu lourd, et on voit que l'ensemble des structures ont souvent des fonctionnements plus souples dans le soutien aux parents, et que nous-mêmes dans le service à Sainte-Anne, nous avons développé très largement, qui est le fait de considérer que les parents souffrent eux aussi, qu'ils souffrent particulièrement de leur adolescent qui n'est pas demandeur de soins et donc sont piégés par rapport à cela, qu'ils ont besoin d'une aide et d'un positionnement, de se mettre en position à la fois d'autorité bienveillante et non disqualifiante, quelque chose et pas trop protectrice, on n'est pas là pour les protéger. Et donc ça demande cette prise en charge. Toutes les structures de soins la proposent souvent pour les patients qui sont suivis dans leur service. Pas toujours, parce que parfois les parents sont rejetés en se disant, ce lieu de soins, c'est le lieu du patient, et donc les parents ne peuvent pas toujours avoir un tel lieu d'expression. En tout cas, nous, dans le service, nous avons l'idée que quand les parents sont mieux, plus structurés, ils structurent leur relation avec leur enfant, et quelque part, c'est un mieux dans le cadre de la prise en charge addictive. Ça structure un peu plus certains aspects de la personnalité, et donc nous prenons en charge des parents, même si les enfants ne sont pas suivis dans le service. Voilà, c'est une réponse que nous avons établie depuis quelque temps. Et puis nous avons, je tiens toujours à rappeler, la place de l'infirmière. Les infirmières ont un rôle très spécifique. Elles ne sont pas médecins, elles sont en position de grande proximité par rapport aux patients. Les patients ont souvent du mal dans la relation thérapeutique avec leur médecin, et ça peut buter, difficile, compliqué. L'infirmière va être un facteur de stabilisation et qui pourra proposer même certaines prises en charge thérapeutiques très structurées, type éducation thérapeutique. Donc en conclusion, nous y arrivons. Une vraie problématique, vous pouvez vous rapprocher, une vraie problématique, puisque vous avez vu que ces sujets au risque, il faut qu'il y ait une vraie réponse, et j'ai dit une ardente réponse, mais en même temps, réponse compliquée, puisque si nous mettons trop de pression et trop d'angoisse, quelque part nous sommes contre-productifs, et qu'il faut garder cette idée que le sujet a à faire un chemin dans sa prise en charge, dans sa vision de sa dépendance, passe pour évoluer face à sa motivation, qu'il faut favoriser donc naturellement tout ce qui est de l'ordre de l'adhésion aux soins, et puis peut-être un aspect, évidemment, il ne faut pas que cette prise en charge addictologique contamine la prise en charge psychiatrique qui est tout de même essentielle dans ce type de pathologie. Je vous remercie.